que la France est en train de perdre pied à toute allure dans toute l'Afrique, mais à un rythme effarant. On est en train d'être chassé en quelques mois. Regardez ce qui se passe au Mali, le Mali qui était encore très très proche de la France il y a une dizaine d'années. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Vous êtes le président de l'UPR, je vous présente encore, même si tous les spectateurs de TV Liberté vous connaissent très bien. Je vous remercie d'avoir accepté à nouveau mon invitation pour commenter cette actualité riche. Alors François Asselineau, à l'heure où nous parlons, nous sommes vendredi matin, Emmanuel Macron est encore en Afrique, un voyage qui a commencé mercredi au Gabon, au programme ensuite l'Angola, le Congo et la République démocratique du Congo. Alors avant même d'analyser ce voyage, François Asselineau, pour vous, quels étaient les enjeux de la France dans cette partie de l'Afrique? Je crois que Emmanuel Macron se rend compte, ou du moins les ambassades sur place le préviennent, que la France est en train de perdre pied à toute allure dans toute l'Afrique, mais à un rythme effarant. On est en train d'être chassé en quelques mois. Regardez ce qui se passe au Mali, le Mali qui était encore très très proche de la France il y a une dizaine d'années, où maintenant la langue française quasiment est reléguée au rang de simple langue de travail. Regardez ces pays d'Afrique francophone qui veulent passer dans le Commonwealth. Regardez également l'animosité qu'il y a à l'encontre de la France et de la présence française, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali, que ce soit même dans ces pays de l'Afrique, l'ancienne Afrique équatoriale française, qui nous sont quand même en général très 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 proches. Alors il y a un très vif ressentiment qui est dû à de très nombreuses choses, mais je pense que le problème de Macron, ce qu'il n'a pas bien compris, c'est que le problème numéro un de la France en Afrique, c'est lui-même. C'est-à-dire que les Africains ne le supportent pas plus, si vous voulez, que beaucoup de Français. Je pense que les Africains, j'en parle de façon générale, il faudrait évidemment faire de façon plus nuancée, mais ce qui est important pour beaucoup de peuples en Afrique, c'est quand même le respect de la parole donnée, la confiance que l'on peut porter en quelqu'un, la dignité qu'il a à exercer sa fonction, etc., etc. Or, Macron, il est la quintessence du pitre, du menteur, du bonimenteur, de quelqu'un qui n'a aucune parole et de quelqu'un qui, sous des airs doucereux, en fait, poursuit une politique qui est une politique profondément raciale, raciste, qui est là pour défendre les intérêts bec et ongles de certains grands groupes français et pour soutenir, bien entendu, les intérêts géopolitiques américains, en particulier dans les pays où il se rend. C'est tout particulièrement vrai au Congo-Kinshasa, enfin la République démocratique du Congo. Tout l'est du pays est en situation de guerre depuis des années, avec des milliers de morts, on n'en parle jamais. Il y a derrière tout ça les luttes avec Paul Kagame, le président du Rwanda, qui est en fait un des piliers des États-Unis derrière, et la France est rangée, bien sûr, derrière cette affaire. Donc ça nous vaut beaucoup d'inimitié. Et puis, il s'ajoute tout un contentieux que Macron a accumulé. Je vous rappelle que quand il était allé à Mayotte, il avait plaisanté sur les immigrés clandestins des Grandes Comores en le comparant ça du poisson qui était dans... Bon, ça avait fait scandale, notamment dans toute l'Afrique orientale. Ensuite, il s'était rendu, vous vous rappelez peut-être, au Burkina Faso. Il était allé à l'université de Ouagadougou. Il avait maltraité le président Roch Kaboré, qui à un moment s'était absenté en plaisantant, en disant qu'il est allé réparer la clim. Est-ce que jamais Macron ne se serait permis de dire à Biden « il sucre les fraises, votre président, il est allé prendre sa pilule ». Donc on voit bien qu'il a une approche très facilement méprisante. Et puis Macron essaye d'étendre sa notoriété. Il était allé au Ghana dans la foulée, qui est un pays qui relève de la sphère d'influence anglo-saxonne, où il avait reçu d'ailleurs un discours très, très cinglant du président ghanéen. Là, cette fois-ci, il va en Angola, qui est dans la sphère lusophone, dans le monde de Portugal. On a l'impression il faut toujours qu'il aille mettre son nez dans les affaires des uns et des autres. Et puis, c'est un menteur. Il s'est ramassé il y a 2 jours une gifle diplomatique. Moi, je connaissais pas ça. Et il a été interviewé, je ne sais plus si c'est par Jeune Afrique ou je ne sais pas quoi, sur les relations lors de son discours à l'Élysée, oui. Voilà. Alors, il a fait un discours à l'Élysée, donc sur lequel il était absolument ahurissant. Il a dit que sa stratégie pour l'Afrique, il voulait réarticuler
En fait, c'est le champion des mots creux, des mots vides. J'ai vu que M. Lecornu, ministre de la Défense, là c'est un aparté, mais a dit qu'il fallait réinterroger notre hélicoptère. Enfin, que c'est un jargon qui cache en fait un vide sidéral de la pensée. Donc il veut réarticuler la politique africaine. Il avait glissé, je crois, donc à Jeune Afrique, qu'il était il avait de très bonnes relations et amicales avec le roi Mohamed VI du Maroc, ce qui n'est pas vrai pour toute une série de contentieux que je ne vais pas exposer ici parce qu'on n'a pas le temps. Mais vous avez vu la réponse du Palais Royal de Rabat. Assez cinglante. Cinglant. Nos relations ne sont ni bonnes ni amicales. Moi, j'ai jamais vu ça. En diplomatie, je n'ai jamais vu un truc pareil. Ça montre à quel point il est méprisé. C'est affreux. Là, hier soir, il a sorti une vidéo. Il se prend pour le Nicolas Hulot de la forêt gabonaise. Alors il commence à se lancer comme s'il était un spécialiste. Il se lance il est là. On ne sait pas si c'est un fond vert avec une image derrière. Il est là en train de nous expliquer que les tourbières au Gabon emmagasinent du CO2. Enfin, c'est rien. Il n'a toujours pas compris ce que c'est qu'être président de la République, en fait. C'est ça son problème. Il croit que c'est d'en foutre plein la vue, mais il montre surtout une très grande cuistrerie sur des sujets qu'il ne connaît pas bien. Et surtout, il ne connaît pas l'histoire. J'ai vu que le grand truc, là, il est annoncé avec beaucoup de forfanterie en disant « La France-Afrique, c'est terminé ». Alors justement, on va l'écouter si vous voulez bien, et puis on va rebondir après sur ses propos. Notre histoire commune, ici au Gabon, ne nous le cachons pas, c'est aussi celle de la France-Afrique. Et cet âge de la France-Afrique est bien révolu. Mais j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous. Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. On semble encore aussi attendre d'elle des positionnements qu'elle se refuse à prendre. Et je l'assume totalement. C'est pourquoi je préfère être très clair et explicite en vous retrouvant aujourd'hui. Au Gabon comme ailleurs, la France est un interlocuteur neutre qui parle à tout le monde et dont le rôle n'est pas d'interférer dans des échéances de politique intérieure. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça, cette obsession de la France-Afrique, le temps de la France-Afrique est révolu ? Vous savez, il croit faire œuvre novatrice, mais c'est un poncif, en fait. Bien sûr. En 2001, Jospin avait fait des grandes déclarations, c'était la fin de la France-Afrique. Après ça, c'était en 2008. En février 2008, je crois, Sarkozy avait dit « Maintenant, la France-Afrique, c'est terminé ». Après ça, en 2012, c'était François Hollande « Finito la France-Afrique ». Et maintenant, en 2023, il arrive en disant bon, ça veut dire quoi ? Encore une fois, c'est le vide sidéral de la pensée. Je crois que ça serait beaucoup plus cru et crédible parce qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Il prend toujours les gens, quel que soit le continent, y compris les Français, c'est d'ailleurs sa première cible, pour des cons. Voilà. Il pense que les gens ne comprennent pas. En Afrique comme ailleurs, vous avez des élites, vous avez des dirigeants qui regardent la situation, qui voit que la France est un pays en plein effondrement. Notre PIB, il n'y a que 9% de notre PIB qui est d'origine industrielle maintenant. Nous sommes devenus, on est au niveau de la Grèce. 3 000 milliards d'euros d'endettement. On est le champion d'Europe de l'endettement public. D'ailleurs, grâce à Macron, qui nous a endettés de 1 000 milliards d'euros depuis qu'il est aux affaires. Ensuite, les gens lisent les statistiques, ils voient qu'on a un déficit commercial abyssal. Ils voient aussi, en Afrique comme ailleurs, que la France, elle prétend damer le pion à la Russie, mais elle n'a pas de munitions, elle n'a rien, et qu'on est les larbins des États-Unis. Donc en fait, comment voulez-vous que les peuples d'Afrique ou d'Amérique ou d'Asie, etc., croit encore dans le magistère de la France, dans son exemple, dans son rayonnement, lorsque son dirigeant lui-même n'y croit plus. D'ailleurs, les dirigeants français n'y croient plus. C'était De Gaulle qui disait « Comment voulez-vous que les autres croient en vous si vous n'y croyez pas vous-même ?» Quand on a une France qui est en train qui ne s'appartient plus, il faut que les gens je pense que de plus en plus de Français commencent à comprendre que la France est un pays qui ne s'appartient plus.
Nous sommes un bouchon sur l'océan, dirigé par des forces qui nous dépassent. Et Macron, là-dedans, a été catapulté à l'Élysée par une manipulation médiatique. En fait, il est totalement hors niveau, contrairement à une légende urbaine qu'on nous a bassinée sur le fait que c'était un type supérieurement intelligent. Non, c'est un crétin. Mais vraiment. Non, mais vraiment, je le pense très profondément. D'ailleurs, beaucoup de gens qui l'ont fréquenté. À l'inspection, c'est pas très gentil, il était narque aussi. Oui, non, mais à l'inspection des finances, il n'avait pas une si bonne réputation que ça, si vous voulez. C'est un baratineur, c'est un bonimenteur, c'est quelqu'un qui est là qui ment constamment, et il pense que les gens ne font pas le rapprochement. Donc, si vous voulez, tout ce qu'il peut dire là dans ses discours, mais ça passe. Non, c'est fini. C'est fini. C'est comme si vous avez un ami qui vous a trahi une fois, deux fois, trois fois, mais c'est terminé. À un moment, vous pouvez tout ce qu'il peut dire ou ce qu'elle peut dire n'aura plus de prise sur vous. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que malheureusement, d'autres puissances en profitent, en particulier la Russie. La Chine aussi, et la Chine d'un point de vue commercial, la Russie d'un point de vue politique, et vous voyez que quelqu'un comme le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, passe son temps à parcourir l'Afrique, alors que Madame Colonna est derrière son bureau au Quai d'Orsay, Madame Zakharopoulou, qui est la ministre de la Coopération, est derrière son bureau. Voilà, Monsieur Becht, le ministre du Commerce extérieur, est derrière son bureau à Paris. Tous ces gens ne font rien. Et ils sortent de Paris une fois tous les 36 du mois. Il n'y a plus de ministre qui va en Afrique, donc on se fait complètement supplanter, c'est tout. Donc en fait, Monsieur Macron n'a même pas de stratégie vis-à-vis de l'Afrique. D'ailleurs, je l'ai dit depuis 16 ans. Il y a incompatibilité profonde entre le principe même de la construction européenne et le principe de la francophonie. On peut pas, c'est fromage ou dessert. On peut pas avoir les deux. Parce que si vous considérez que notre avenir, c'est de fusionner avec l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, qui nous détestent d'ailleurs, avec ces pays de l'Est européen qui sont complètement dans la main des Américains, si nous donnons énormément d'argent, ce que voient les peuples d'Afrique, on donne énormément d'argent à tous ces pays, d'ailleurs financé à partir de quoi? Qu'est-ce qu'on donne à l'Union européenne? Le surcroît de finances que l'on donne à l'Union européenne est financé à partir notamment de la TVA sur les produits d'importation. Je signale donc au passage que tous les immigrés qui sont en France, par exemple les Maliens, quand ils vont faire leurs courses au supermarché, comme tout le monde, eh bien, ils payent de la TVA. Et donc en fait, il faut bien comprendre qu'avec nos systèmes européens, la France donne par habitant, beaucoup plus d'argent par habitant à l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, qui sont des pays déjà à revenus intermédiaires, voire très corrects, que nous n'en donnons aux pays du Sahel. Mais c'est dans un rapport de 1 à 100. Voilà. Alors comment est-ce qu'après il peut arriver en disant voilà qu'il va faire... Non, on ne peut pas courir 2 lièvres à la fois. On a une stratégie qui a été fixée, qui a été imposée aux Français, en fait, qui est la stratégie de la disparition dans un magma européen, en fait, dans une colonie. C'est une marche, comme on disait au temps des empires. C'est une zone, un glacis géopolitique américain. On ne peut pas à la fois faire ça, donner l'argent, être saigné à blanc. La France est saignée à blanc pour les pays de l'Est, pour l'Ukraine, etc., et en même temps prétendre qu'on a une destinée tout à fait particulière avec l'Afrique. C'est pas ce genre de discours, vous savez, que je ferais si j'étais président de la République. D'ailleurs, j'espère pouvoir me rendre prochainement en Afrique, parce que on est beaucoup suivi par beaucoup d'Africains. Et ce que je pense profondément, c'est que les élites africaines en veulent beaucoup plus aux dirigeants français, à Macron, également au franc CFA. Moi, j'ai dit depuis belle lurette, de la même façon que je veux sortir la France de l'euro, il faut que les pays d'Afrique puissent atteindre leur maturité et qu'ils puissent sortir du franc CFA, parce qu'on a une politique qui est folle. Vous savez que le franc CFA est lié par un lien fixe à l'euro. C'était auparavant au franc. Et donc, comme l'euro dépend éminemment de la conjoncture allemande, on a donc des pays d'Afrique qui ont une monnaie qui ne leur convient encore moins qu'à la France. Et il n'y a aucune réflexion au niveau stratégique. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut parler aux Africains. D'abord, il faut leur parler avec le cœur, montrer qu'on les aime, c'est un continent que l'histoire a fait en sorte que nous avons énormément de relations. Mais si je vous interromps, je me permets, mais familiales. Est-ce que c'est à vous
de vous occuper de la politique monétaire de l'Afrique, en fait. Non, Est-ce que c'est pas un peu de paternalisme? Mais c'est actuellement le cas. Oui, mais justement, est-ce que dans ce cas-là, il ne suffirait pas de dire aux pays africains, bah écoutez, vous voulez plus du franc CFA, vous sortez du franc CFA. Nous, on n'a aucun problème avec ça. C'est ce que je dis depuis des années. C'est ce que je dis depuis des années. Vous dites qu'il faut les accompagner pour la sortie, mais... Ah non, mais ça, parce que ça ne peut pas se faire dans la minute. Il y a 2-3 trucs à faire, mais je dis qu'il faut envisager cela et qu'il faut aussi... J'avais proposé dans mon programme, je renvoie à mon programme, sortant de l'Union européenne, de créer un parlement de la francophonie que l'on installerait dans les locaux de l'UNESCO à Paris. C'est une suggestion, sachant que l'UNESCO, on proposerait aux pays membres de l'UNESCO de se transférer dans l'amphithéâtre du Parlement européen de Strasbourg. Mon programme était tout à fait logique. Puisqu'on quitte l'Union européenne, on se retrouve avec des bâtiments énormes, vides à Strasbourg, ce qui d'ailleurs ferait plaisir à tous les pays de l'Union européenne, puisqu'il y a 26 pays sur 27 qui en ont marre d'aller au Parlement de Strasbourg, sachant qu'il y a un Parlement à Bruxelles. Et donc la France dépense 160 ou 180 millions d'euros par an pour payer les billets d'avion pour que tous ces messieurs-dames viennent à Strasbourg. Bon, tout ça est absurde. Moi, j'avais proposé donc que l'on transfère le Parlement, que l'on transfère l'UNESCO qui craque dans ces locaux parisiens qui ont été faits pour 50 pays alors qu'il y en a 150, de les transférer à Strasbourg, ce qui donnerait d'ailleurs un rayonnement à Strasbourg. Ça serait aussi un principe de réconciliation entre la France et l'Allemagne, entre le monde germanique et le monde latin. Et à Paris, d'avoir un Parlement de la francophonie qui pourrait qui concrétiserait quelque chose que Macron ne veut pas lâcher, bien sûr. Il ne veut lâcher, par exemple, le siège permanent au Conseil de sécurité. Il y a des forces très importantes pour que nous donnions ce siège permanent au Conseil de sécurité à l'Union européenne, c'est-à-dire à l'Allemagne et aux États-Unis. Bon, moi j'ai dit que la France devait conserver son siège, mais qu'elle devrait en faire le siège de la francophonie. Parce que les francophones dans le monde, c'est pas seulement l'Afrique, c'est aussi le Canada, c'est aussi la Suisse romande, la Belgique wallonne, etc. On pourrait essayer de définir ensemble, mais avec à faire une politique. Comment ? Avec le Canada, de Trudeau ? Le Québec indépendant, si vous voulez, voilà, puisqu'il y a quand même M. Plamondon, là, qui est au Québec, qui essaie de revivifier Bon. Mais en attendant, les pays qui le souhaitent, bien sûr, d'avoir sur une base d'égalité, pas sur une base de domination, mais sur une base d'égalité, de voir, par exemple, si les pays francophones, qui partagent souvent les mêmes points de vue, en tout cas la même vision du monde, parce qu'une langue, ça formate l'esprit, d'avoir, par exemple, quelle serait notre politique vis-à-vis du Moyen-Orient, vis-à-vis des rapports Nord-Sud, vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Chine. Et avec un grand respect mutuel qui serait là. Ce que je trouve extrêmement dommage, c'est que l'histoire a fait que nous avons des liens avec l'Afrique considérables, que la Kinshasa, où il se rend, c'est la première ville francophone du monde. Kinshasa a dépassé Paris en nombre d'habitants. Donc on a des pays qui sont des colosses francophones et que, au lieu de regarder la réalité des flux migratoires, des flux familiaux, des flux universitaires, commerciaux, etc., nous détournons le regard de la réalité pour nous enfermer dans une stratégie complètement folle d'aller fusionner avec la Slovaquie, Chypre ou la Finlande. C'est absurde. C'est d'autant plus absurde que, je l'ai déjà dit, la construction européenne nous place. C'est le club des pays qui n'ont rien, qui n'ont aucune matière, aucune ressource. Il y a des ressources gazières en Norvège et en Royaume-Uni, mais d'abord elles sont sur le déclin. Et deuxièmement, ces deux pays ne sont pas justement dans l'Union européenne. Mais l'Union européenne stricto sensu, elle a que du charbon en gros. Et donc l'Allemagne est en train de remettre les centrales à charbon. Ça veut dire que si on regarde... Vous savez, on dit qu'un chef d'État, un homme d'État, c'est quelqu'un qui pense à la prochaine génération, alors qu'un politicard, c'est quelqu'un qui pense à la prochaine élection. Si on regarde pour la prochaine génération, il faut absolument que un chef d'État français devrait se dire quelles vont être mes ressources en terres rares, en minéraux, en hydrocarbures. Or, il se trouve que justement, on découvre qu'il y a en Afrique beaucoup de ces matières qu'on ignorait jusqu'à présent. Alors, d'ailleurs Macron va en Angola, c'est sans doute parce que ça sent le gaz, mais il y a aussi au large du Sénégal, au large d'un certain nombre de ces pays, on peut trouver donc notre intérêt vraiment fondamental dans tous les domaines. C'est, ne serait-ce que pour défendre notre langue, la francophonie, notre vision du monde comparable, ne serait-ce aussi que pour favoriser le développement de ces pays,
pour freiner l'immigration, qui est un problème en France, pour fixer les populations et permettre à ces pays de se développer, il faudrait vraiment qu'on mette le paquet sur l'Afrique, mais qu'on mette le paquet sans donner des leçons. Le grand avantage des Chinois ou des Russes, c'est qu'ils ne sont pas là à donner en permanence des leçons. Or, ils n'ont pas le même passé non plus. Non, ils n'ont pas le même passé, mais en quoi est-ce qu'on peut accepter les leçons de Macron ? Ça va bien. D'ailleurs, en plus de ça, la France est devenue, sous la tutelle américaine, nous sommes devenus maintenant les parangons de défendre la woke culture, le truc LGBT, les trucs, les transgenres, etc. Ça passe, mais alors absolument pas dans la plupart des pays en voie de développement, et surtout en Afrique. Rappelez-vous le discours de Poutine. Le très récent discours de Poutine. Poutine, il a placé ça comme une forme de combat civilisationnel. Il a dit que c'était... il a même évoqué Dieu. Or, vous savez que dans le continent africain, les gens sont quand même très, très attentifs aux grandes valeurs traditionnelles. Rappelez-vous que Obama avait fait un voyage en Afrique, vous vous rappelez peut-être, c'était il y a quelques années, pour y promouvoir le mariage gay. Et donc, il y avait... comment il s'appelait, le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, qui n'était pas un petit saint, ça c'est exact, mais enfin qui avait dit qu'il n'accepterait la venue d'Obama qu'à la seule condition qu'ils se marient tous les deux. Mugabe et Obama, il s'était fichu de la tête d'Obama. Ce qui est insupportable, c'est que l'Occident se permette d'imposer ses valeurs à toutes les époques, en fait. Il y a 100 ans, on leur imposait les valeurs de l'Angleterre victorienne ou de l'Église sous Napoléon III. Enfin, c'était des valeurs extrêmement rigoureuses. Voilà, maintenant, c'est quasiment des valeurs... c'est le contraire de tous les enseignements. C'est le contraire même de la civilisation européenne et occidentale et chrétienne depuis 2000 ans, que l'on impose maintenant. Et on s'étonne que ça prenne pas chez ces populations. Voilà. Donc en fait, M. Macron n'est pas le bienvenu. Les Africains ne se tournent pas spécialement d'ailleurs vers les États-Unis d'Amérique. Ils se tournent vers la Russie ou la Chine parce qu'ils ont le sentiment que la Russie ou la Chine respectent profondément leur identité nationale. Alors justement, on va fermer ce premier volet d'Emmanuel Macron en Afrique pour passer à la question russe et surtout à la question ukrainienne. On a connu la première année de la guerre, le 24 février. Ça faisait donc 1 an que les troupes russes étaient rentrées en Ukraine, de la guerre ouverte, je précise bien, parce que bien sûr, les combats ne se sont pas arrêtés depuis 2014. Cette semaine, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a fait une déclaration au détour de son voyage en Finlande. Je vous propose de l'écouter, c'est très court. Les pays de l'OTAN sont d'accord pour que l'Ukraine devienne membre de l'Alliance. Mais en même temps, il s'agit d'une perspective de long terme. La priorité actuelle est de faire en sorte que l'Ukraine prévale en tant que nation indépendante et souveraine. Et pour cela, nous devons soutenir l'Ukraine. Donc l'Ukraine peut entrer dans l'OTAN à long terme. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça ? Parce que c'est quand même un serpent de mer, là, maintenant, depuis quelques mois. Ça pose la question de savoir ce que veulent les États-Unis. Stoltenberg, là-dedans, c'est... bon. Ça appartient à une grande famille norvégienne, très riche. Moi, je l'avais connu, j'étais allé le voir avec mon ministre. Il était ministre de l'Industrie ou Premier ministre, je sais plus. Bon, il fait partie de ces élites norvégiennes qui veulent absolument que la Norvège entre dans l'Union européenne, alors que le peuple norvégien n'en veut pas. Ils ont déjà dit 2 fois non, d'ailleurs. Bon, donc en fait, Stoltenberg, il est norvégien de façade, mais en fait, c'est un Américain, quoi. Et c'est un ventriloque. Alors, ça dépend de que veulent les États-Unis sur cette affaire. Et les États-Unis, on ne sait plus. En fait, je crois que plus personne n'y comprend rien. Ce qui est certain, c'est que l'Ukraine, contrairement à ce qu'on nous dit dans les grands médias, a marqué le pas et même est au bord de l'effondrement. Voilà, il y a les combats qu'il y a autour de la ville de Bakhmout, que vous connaissez, sont quand même extrêmement intenses. Et les mercenaires de Wagner sont en train, semble-t-il, de grignoter et de remporter la partie. Il y a eu énormément de pertes
de soldats ukrainiens, énormément aussi d'émigration. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui ont fui. Une partie a fui vers les pays de l'Union européenne ou ailleurs, mais une partie non négligeable a fui aussi vers la Russie. C'est d'ailleurs les 35%. La première catégorie, la première destination pour les Ukrainiens, c'est quand même la Russie. Et ce n'est pas des déportations, ce sont simplement les Ukrainiens des zones russophones et russophiles qui sont allés en Russie se protéger. Donc c'est un pays qui s'est beaucoup vidé, il y a eu beaucoup de morts, et donc ils en sont là. Et puis un deuxième truc qui attire l'attention, c'est cette demande permanente d'armes miracles. Ça fait penser, là aussi, c'est peut-être die Wunderwaffen, les armes miracles qui allaient sauver le Troisième Reich. Début 1945, ils attendaient les fusées V1, V2, comme si ça allait retourner la situation. Donc en fait, maintenant, ce qui est à craindre, c'est que Zelensky commence à comprendre que l'affaire est perdue, et donc il veut mondialiser le conflit. D'où ces attaques de drones sur la Russie. Sur la Russie. Et d'où la déclaration qu'il a faite très récemment, où il a expliqué que si jamais la Russie gagnait, elle ne se contenterait pas des républiques qu'elle a comment dirais-je, assimilées suite aux référendums qui ont eu lieu. On peut discuter des référendums, mais enfin, juridiquement, la Russie considère maintenant que ce sont ses territoires. Et donc, Zelensky considère qu'ensuite, la Russie va mettre main basse sur l'Ukraine, va ensuite s'attaquer au reste. Et donc, en fait, il l'a dit, même si ça gêne un certain nombre de gens, ce sont les enfants américains qui devront aller se battre, a-t-il dit, les fils et les filles des Américains qui iront se faire tuer. On va confirmer vos propos avec la vidéo, justement. Ah. Who wants a Third World War? Would anyone risk? Qui veut la Troisième Guerre mondiale? Quelqu'un accepterait-il de prendre ce risque? Les États-Unis n'abandonneront jamais les États membres de l'OTAN. Si cela se produit de telle sorte que l'Ukraine perd en raison d'opinions divergentes et d'un déclin de l'aide qu'elle reçoit, la Russie va envahir les pays baltes membres de l'OTAN et à ce moment-là, les États-Unis devront envoyer leurs fils et leurs filles exactement de la même manière que nous envoyons nos fils et nos filles à la guerre et ils devront se battre. Exactly the same way as we are sending their sons and daughters to war, and they will have to fight. Alors justement, là, qu'est-ce qu'il fait Volodymyr Zelensky? Il essaie de globaliser le conflit, oui, bien sûr. Il essaie de mettre la pression sur les États-Unis. Quel est le mécanisme qu'il y a derrière? Parce qu'on a l'impression... Ça donne l'impression qu'il est aux abois. Si vous étiez à sa place, vous feriez quoi? Vous voyez bien que les armes que lui promettent l'Occident, elles arrivent au compte-gouttes pour toute une série de raisons. D'abord parce qu'on n'en a pas tant que ça. Les munitions, on n'en a pas. On a parlé tout à l'heure de Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Il a réuni les ministres de la Défense des pays membres de l'OTAN il y a une quinzaine de jours. Et le bilan était épouvantable. Personne n'a de munitions. C'est d'ailleurs assez cocasse que la propagande américaine et euro-atlantiste qui expliquait que les Russes c'était la catastrophe, ils n'avaient rien du tout. En réalité, c'est l'OTAN qui n'a plus de munitions. Et donc Stoltenberg dit qu'il faut aller chercher, il faut produire des munitions. La France n'a pas livré des chars Leclerc. De toute façon, les chars Adams, les chars Léopard, il y a différentes versions, tout ça est incompatible. Les soldats doivent être formés à tout ça. Bref. Il y a toute une logistique aussi derrière les tanks. Vous savez qu'un char Léopard, selon le terrain et la vitesse, c'est 4 à 7 litres par kilomètre que ça consomme, et c'est du kérosène. Donc vous imaginez que dans une bataille, il faut quand même avoir une sacrée logistique derrière pour apporter des réservoirs avec des centaines de litres de kérosène en pleine zone de guerre. Bon. Donc en fait, Zelensky voit bien que ça arrive au compte-gouttes, que ça marche pas et qu'il est quand même submergé. Et donc, est-ce que ce qu'il voit pas, c'est pas tout simplement que on l'a poussé, oui. Et que depuis, on peut plus faire grand-chose. Vous savez, je disais tout à l'heure que les pays africains, ils lisent, comme tout le monde, les statistiques calamiteuses de la France dans tous les domaines. Mais le monde entier et les Ukrainiens, ils lisent la presse mondiale et ils voient bien que le monde entier a compris que les Américains considèrent que les Ukrainiens comme de la chair à canon.
Et donc il leur a fallu un an de guerre oui, pour mais comprendre ça. il est possible que les Ukrainiens commencent à comprendre à quoi ils servent, en fait. C'est une guerre par proxy, comme on dit, une guerre par procuration. Là, lorsque Zelensky dit que les Américains devront bien protéger les pays de l'OTAN, mais ils rêvent. Ils rêvent. Les Américains, en toute chose, ne regardent que leurs intérêts. Toute l'histoire américaine, c'est que, si nécessaire, ils laissent tomber comme des vieilles chaussettes tous leurs alliés. On l'a vu, par exemple, au Sud-Vietnam, avec le régime du président Thieu en 1975. On l'a vu avec le régime du général Lon Nol qu'ils avaient installé en 1970 et qu'ils ont laissé tomber comme une vieille chaussette également en 1975 pour donner le pays aux mains des Khmers rouges. On l'a vu avec le Shah d'Iran, qui a été leur agent pendant des années et il a même pas pu trouver à se faire héberger quand il a fui Téhéran. Enfin, c'est une horreur la façon dont les Américains traitent ceux qui ont été leurs plus importants alliés. C'est cette fameuse phrase. Si on prolonge la liste, dedans vous voyez Zelensky du coup ? Oui, bien sûr. Moi, je pense que si nécessaire, Zelensky, il sera éjecté. La puissance américaine ne se fiche pas éperdument de Zelensky. Restera à savoir pour lui s'il pourra fuir et jouir de, paraît-il, il aurait détourné des milliards, notamment sur les fonds qui sont versés. Faut quand même pas oublier que ce monsieur a fait la une des Pandora Papers. On le présente maintenant comme une espèce de saint laïque, de héros extraordinaire. En fait, c'est un escroc, c'est à la tête d'une mafia. Et donc, peut-être aura-t-il le temps de s'enfuir, ou alors, il risque, s'il y croit vraiment, il peut y laisser la peau. Les Américains ne font pas dans la dentelle dans ce genre de choses. Il y a que les Américains qui comptent. Et donc, s'ils estiment à un moment ou à un autre qu'il faut les laisser tomber, c'est comme ils ont laissé tomber l'Afghanistan, ils ont laissé tomber par exemple l'Ukraine, ça c'est bien parti beau. Donc son intérêt à lui, c'est de faire croire qu'en effet, il va mondialiser tout ça. Mais à mon avis, il a eu extrêmement tort de parler des enfants des Américains, surtout que je crois que la suite ça n'est pas dans l'extrait qui a été passé, il dit qu'ils iront se faire tuer, qu'ils mourront. Alors, ça, c'est... Et à plus forte raison qu'il répondait à un journaliste de ABC qui lui posait la question de son point de vue quant à l'opinion américaine qui commençait à trouver qu'on envoyait beaucoup d'argent à l'Ukraine. Bien sûr. Donc effectivement, c'était pas forcément très judicieux d'évoquer... Il y a une très grande différence, il y a un non-parallélisme en fait entre les deux camps. C'est que la Russie... Poutine n'est pas soutenu par 100%, il doit y avoir 20% d'opposition réelle. Mais il y a 80% des Russes qui soutiennent Poutine. Et l'opposition la plus importante contre Poutine, personne n'en parle dans la presse française, mais ce sont des gens qui trouvent qu'il est trop mou. C'est plutôt Medvedev, par exemple, qui représente. Les gens considèrent... C'est pas Navalny, alors, comme nous dit Non, Navalny, c'est non. Non, parce qu'il y a beaucoup de Russes qui considèrent que Poutine prend beaucoup trop de gants, que lorsque les Américains qui osent donner des leçons, que lorsque les Américains sont intervenus, quand ils interviennent au Vietnam, au Cambodge, en Irak, etc., ils y vont avec des B-52 à 9 km d'altitude, et c'est du carpet bombing. Rappelez-vous, Madeleine Albright, qui avait dit que ça valait la peine, en effet, pour chasser Saddam Hussein du pouvoir, d'avoir fait 500 000 enfants morts irakiens. Elle répondait à une journaliste de NBC. C'était incroyablement. Et donc, il y a une opposition à Poutine, mezza voce, mais qui trouve qu'il n'est pas assez dur, en fait. Parce que Poutine essaye, n'oublie pas, vu de Russie, c'est un peu une guerre civile. Hein. Il y a beaucoup de couples mixtes. Enfin, l'Ukraine et la... vu d'une partie des Ukrainiens aussi. Et puis l'Ukraine et la Russie, c'est quand même... ça fait partie de l'histoire russe. C'est comme si on disait les Bretons et les Français. Mais il y a tellement de... Je sais quoi. Moi, j'ai un quart de sang breton. Alors, est-ce que je suis breton? Est-ce que je suis français? Je suis français. Donc, il y a ce malaise aussi qui est perceptible en Russie. Mais donc, pour en revenir à Zelensky... Il doit avoir peur d'être laissé tomber, et donc il essaye en effet de mutualiser les choses. Mais jamais, au grand jamais, les États-Unis n'enverront des boys ou des girls, comme on devrait dire maintenant, parce que, comme je le disais, il n'y a pas parallélisme. Les Américains, comme les Français, se fichent éperdument de l'Ukraine. En France, pourquoi il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale, d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de référendum? Pourquoi est-ce que Macron prend des décisions dans le silence absolu de l'opposition, enfin de la pseudo-opposition? Parce qu'il les prend vraiment, quand même. En tout cas, il n'a pas fait ce qu'a fait, par exemple, quelqu'un comme Viktor Orban en Hongrie, c'est-à-dire Orban a refusé les sanctions.
Mine de rien, Orban ne fait pas de sanctions contre la Russie et continue à bénéficier des hydrocarbures russes de façon sympathique. Voilà. Donc non, nous on s'est plié aux exigences américano-bruxelloises. En réalité, il n'y a donc pas parallélisme parce que les Russes se battent pour leur pays. Les Ukrainiens aussi, mais les Ukrainiens c'est tout petit, ils ne sont rien sans l'appui de l'OTAN, mais les pays de l'OTAN ne se battent pas pour leur pays. Voilà. Ils se battent, c'est le combat d'une oligarchie, d'une espèce de caste internationale qui a mis la main sur la destinée des États-Unis et de l'Union européenne et qui a décidé de ce jeu géopolitique cruel.